et bienvenue à cette première édition d'Engagé, un webinaire de la Société historique du Canada. Je suis Mathieu Arsenault, je suis professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal et membre du conseil d'administration de la Société historique du Canada. Depuis le mois de mars 2020, la situation sanitaire au Canada et à l'international a profondément bouleversé tous les secteurs de notre société. Comme beaucoup d'organisations savantes, la Société historique du Canada a été forcée d'annuler son congrès annuel prévu à London au début du mois de juin 2020. Avec cette nouvelle série de discussions virtuelles, nous souhaitons toutefois être en mesure de rejoindre nos membres ainsi que les professionnels de la discipline historique partout au pays en attendant de pouvoir se réunir à nouveau bientôt, nous l'espérons. Alors, pour amorcer la série de webinaires, la Société historique du Canada a invité deux historiens ainsi qu'une ethno-historienne à discuter de la thématique « L'autochtonisation de l'enseignement de l'histoire ». Propulsé à l'avant-scène à partir du dépôt du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation en 2015, le concept d'autochtonisation demeure encore en 2020 un important enjeu de société. Afin de discuter de l'autochtonisation de l'enseignement de l'histoire, j'invite sans plus tarder nos trois intervenants à se présenter, en débutant par professeur Leila Inksater. Merci. Alors, je m'appelle Leila Inksater, je suis professeure au département de sociologie à l'UQAM. J'ai travaillé sur l'histoire des Algonquins Anishinabés à partir d'archives, mais aussi en utilisant des données ethnographique. Mais avant de faire ça, j'ai travaillé une première vie professionnelle comme archéologue où plusieurs des projets que je faisais se déroulaient en Abitibi-Témiscamingue en partenariat avec des communautés algonquines Anishinabek de cette région. Et aussi, j'ai été chargée de cours à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pendant plusieurs années et où j'enseignais l'histoire des Autochtones du Québec et du Canada et j'ai enseigné des cohortes d'étudiants autochtones, non autochtones et mixtes. Donc, c'est un peu toutes ces dimensions-là qui m'animent dans ma réflexion sur l'histoire des Autochtones et aussi l'enseignement de l'histoire des Autochtones. Merci Léla. Alors, Jonathan Lainé est avec nous également. Bonjour, je m'appelle Jonathan Lainé. Je suis depuis le mois de février dernier conservateur au musée McCord pour la collection Culture autochtone. Avant ça, j'ai été pendant 5 ans conservateur Premier Peuple au Musée canadien de l'histoire. Et avant ça, j'ai œuvré à Bibliothèque et Archives Canada pendant, j'oublie toujours le nombre d'années, mais c'est 7-8 ans peut-être, en tant qu'archiviste responsable pour les archives autochtones issues du secteur privé. J'ai une formation en histoire, j'ai un mémoire en histoire, mémoire de maîtrise, qui a été publié en 2004, déjà, chez Septentrion. Le titre, c'est « La monnaie des sauvages, les colliers de wampum d'hier à aujourd'hui ». Alors, c'est une étude sur les objets autochtones. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours étudié ce sujet-là. En même temps que l'histoire Huron-Wendat, je suis natif de Wendake, je suis un historien Huron-Wendat et l'histoire Huron-Wendat m'interpelle depuis toujours. Alors, j'ai fait des recherches sur ces sujets-là, sur les objets, sur les Huron-Wendat, mais aussi sur les Autochtones en général, au Québec spécifiquement, mais sinon au Canada. Alors, c'est ça ma spécialisation. Merci, Jonathan Lainé. Alors maintenant, le troisième intervenant, Brian Gettler. Oui, Brian Gettler, je suis professeur adjoint d'histoire à l'Université de Toronto. Je suis l'auteur de Colonialism's Currency, Money, State and First Nations in Canada, 1820 à 1950, qui devrait sortir peut-être même avant ce webinaire. C'est vraiment sur le point de sortir. Chez McGill Queen's University Press, et de nombreux articles et chapitres de livres, je dirais, qui concernent l'histoire du colonialisme, l'histoire des relations autochtones, non autochtones,
Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est un article que j'ai publié chez Recherche amérindienne au Québec en 2016, Les Autochtones et l'histoire du Québec au-delà du négationnisme et du récit nationaliste conservateur, qui essaie de réfléchir justement à comment, si on veut autochtoniser l'histoire du Québec. Parfait, merci. Et merci à vous trois pour vos présentations, ainsi que pour avoir accepté généreusement de participer à ce premier webinaire engagé. Pour commencer, la première question que j'aimerais adresser à vous trois, c'est quelle est votre définition du concept d'autochtonisation? Alors, surtout lorsqu'on parle d'autochtonisation de l'enseignement de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire selon vous, autochtoniser l'enseignement de l'histoire, en commençant avec Léla? Oui, merci. Je pense que la plupart des gens vont comprendre, si on dit autochtonisation de l'histoire, c'est accorder une plus grande place aux acteurs autochtones dans la narration de la trame historique. Je pense qu'il y a un grand bout de chemin qui a été fait par rapport à un certain nombre d'années où les Autochtones apparaissaient un peu dans le décor initial de cette trame historique, à la limite comme le décor naturel, et puis après ça, disparaissaient complètement. Ils n'étaient pas des acteurs actifs ou, au pire, étaient des acteurs dotés d'attributs négatifs. Donc, il y a beaucoup de changements qui ont été faits depuis ces représentations-là et je pense que de plus en plus, on accorde une place à ces acteurs-là comme des acteurs tout à fait actifs. Mais dans la question, il était question aussi de l'enseignement de l'histoire et là-dessus, je pense qu'on peut comprendre d'autres choses aussi. Comme j'ai dit tantôt en introduction, j'ai eu l'occasion d'enseigner à des cohortes d'étudiants autochtones et des cohortes mixtes. Donc, dans mes classes, il y avait des étudiants autochtones et non autochtones. Et je crois, dans ce cas-là, qu'il faut essayer d'interpeller les étudiants le plus possible. Et une façon de le faire, c'est vraiment de les rendre interpellés directement. Et donc, pour faire ça, adapter la façon dont on enseigne pour qu'ils se sentent plus directement concernés. Il y a plusieurs façons, je crois, de faire ça. J'ai eu l'occasion d'enseigner des cours d'histoire des Autochtones du Québec et du Canada, notamment à des cohortes d'étudiants CRI. Mais c'est sûr que j'adaptais le contenu de ce cours-là, puisque c'était un cours de niveau universitaire et les professeurs ont une marge de manœuvre dans la façon d'enseigner leurs cours. Donc, à ce moment-là, quand j'enseignais des étudiants CRI, je faisais vraiment de l'histoire CRI le centre, un peu du cours que je donnais. J'ai eu l'occasion aussi d'enseigner une fois à une cohorte d'étudiants inuits, donc je faisais la même chose. C'était le même cours, mais je l'ai adapté complètement pour le rendre tout à fait plus pertinent encore pour ces étudiants. Donc, essayer de l'adapter à ce niveau-là. Mais l'exercice pourrait être fait, et peut-être qu'on y reviendra plus tard, sur l'enseignement au niveau primaire et secondaire, où je crois qu'il y a vraiment encore du chemin à faire pour rendre l'enseignement de l'histoire adapté à des élèves autochtones primaires, du primaire ou du secondaire. Je pense que là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, au niveau du contenu, où on va mettre le point focal de notre présentation, mais ça pourrait vouloir dire aussi une adaptation à d'autres niveaux. Mes propres expériences, par exemple, je devais faire dans certains cas une adaptation linguistique. Pour reprendre l'exemple que j'ai mentionné tantôt, j'avais une cohorte d'étudiants inuits. La langue de communication entre eux et moi était l'anglais, mais l'anglais n'était pas la langue maternelle de tout le monde ou même la langue avec laquelle tout le monde était à l'aise. Donc, il y avait une interprète qui faisait la traduction de l'anglais vers l'inuktitut pour certains mots, certains passages pour faciliter la communication. Ce qui amène toutes sortes de questions. Comment moi, comme professeur, je vais évaluer ces étudiants-là si on n'a pas de langue commune? Donc là, à ce moment-là, il y a vraiment toutes sortes de questions d'adaptation qui se posent. J'inclurais ça de façon très globale dans cette adaptation ou une autochtonification, c'est-à-dire l'adaptation au type d'étudiants qu'on a. C'est un exercice qui n'est pas exclusif aux questions autochtones, c'est une question qui se pose dans toute forme d'enseignement. On doit s'adapter à ces étudiants. Très bien, merci pour cette première intervention. Jonathan, est-ce que vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît? Mais oui.
Bon point, Leïla. Je n'avais pas vu les choses de cette façon-là. Effectivement, il y a l'auditoire aussi à qui on s'adresse. Et quand on a un auditoire composé majoritairement d'Autochtones, ça change effectivement l'approche. Bon point. Sinon, ben, j'abonde dans le même sens. Pour moi, l'autochtonisation, c'est vrai que ça semble évident quand on le dit. Par contre, c'est dans l'approche, c'est dans la mise en pratique que je pense que ça cause problème pour différentes raisons. Effectivement, pour moi, l'autochtonisation de l'histoire ou de l'enseignement de l'histoire, ben, c'est faire de la place aux Autochtones, faire de la place donc aux points de vue et aux perspectives autochtones. Les perspectives peuvent être autant passées, mais aussi actuelles, parce que les gens issus des communautés autochtones, eh bien, ils ont des choses à dire, ils ont une opinion, ils sont concernés par ce qu'on dit à leur propos, sur leur histoire, mais souvent, bien, ils n'ont pas autant d'occasions, ils n'ont pas autant d'opportunités ou de moyens pour se faire entendre. Donc, pour moi, l'autochtonisation, c'est les inclure, donc c'est leur donner le micro. Mais ça signifie aussi céder un peu de pouvoir. Et c'est là où je pense qu'il peut y avoir de la résistance dans les institutions qui, finalement, ont le contrôle de l'enseignement de l'histoire. Je ne crois pas que l'histoire soit neutre. Je pense que l'histoire, c'est... on fait toujours l'histoire pour. On a toujours on fait une sélection de faits en fonction de quelque chose qu'on veut dire. Donc, ce n'est pas neutre. Donc, l'enseignement, à mon sens, de l'histoire et l'histoire se trouve avoir un impact, finalement, sur notre conception de notre place qu'on nous fait ou qu'on a dans la société. Donc, c'est extrêmement important si on accepte cette non-neutralité-là, de réaliser l'importance de faire de la place aux groupes qui ont été historiquement marginalisés, autant dans la réalité, dans le développement économique. Brian est probablement encore mieux placé que moi pour parler de ces sujets-là, mais aussi dans le récit, dans le grand récit de l'histoire nationale. Alors, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. J'aurai sûrement d'autres trucs à ajouter, mais je vais céder ma place à Brian pour l'instant. Parfait. En fait, je pense que pour l'instant, il y a un consensus assez fort qui se profile. Donc, je ne vais pas revenir trop sur les points que Leïla et Jonathan ont soulevés. Je trouve que, en fait, on est plutôt d'accord sur les questions d'accorder la place. Il y a aussi la question de accorder la place aux acteurs, mais aussi aux cultures, aux épistémologies, aux anthologies. C'est de prendre au sérieux, en fait. Ce n'est pas juste de ne plus avoir une vision forcément négative des Autochtones. C'est une façon de prendre... il faut prendre les Autochtones comme acteurs à part entière, et ça veut dire que d'aborder ces acteurs-là dans leur contexte. Et pour ça, entre autres, je trouve qu'il est vraiment important, puis là, on le sait tous, de détacher un peu peut-être, et c'est là la difficulté lorsqu'on parle d'autochtoniser quelque chose, mais du terme autochtone qu'on utilise tout le temps. Souvent, il va falloir parler des Algonquins, il va falloir parler des Huron-Wendat. C'est pas pareil. Il y a le livre Indigenous Rights de Chelsea Vowell. Je trouve qu'elle fait un excellent exposé que j'utilise avec mes étudiants pour ça. Elle dit, si vous n'êtes pas capable, lorsque vous parlez d'un événement d'histoire européenne, de substituer la nation pour l'Europe, c'est-à-dire si on ne peut pas parler de la Révolution européenne pour la Révolution française, on comprend que c'est un peu n'importe quoi de parler de Révolution européenne dans ce contexte-là. La même chose vaut absolument pour les différentes nations, les différentes communautés autochtones. Et donc, il faut vraiment, je trouve, insister sur ce point-là. Je pense aussi, et peut-être un dernier point juste avant qu'on enchaîne,
c'est d'historiser le concept même d'autochtoniser. Je trouve qu'en classe, ça aide. Si on va parler de pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de ça maintenant? C'est quoi le contexte? D'où est-ce que ça vient? C'est vrai que c'est un terme plutôt récent dans le discours, je dirais, mainstream, mais ça a une histoire. Ça fait longtemps que certains militent pour le droit d'être pris au sérieux aussi. Mathieu, tu as mentionné le CVR, mais c'est encore plus ancien que ça. Et en faisant cette historique-là avec les étudiants, je trouve que souvent on est capable de convaincre ceux qui pourraient peut-être résister un peu plus que, en fait, on n'est pas juste en train d'inventer quelque chose ici. On est en train de suivre la volonté des générations de personnes et d'essayer d'imaginer comment faire une histoire qui est plus égalitaire. Merci à vous trois pour ce premier tour de table. J'entends la nécessité de savoir à qui l'on s'adresse, mais aussi d'où l'on parle dans le processus d'enseignement. Avant de passer à notre autre thématique, j'aimerais savoir, parce que vous êtes tous les trois, vous enseignez l'histoire à travers l'université, à travers vos publications, à travers des musées, mais vous êtes aussi des chercheurs, une chercheuse et des chercheurs en histoire. Alors, est-ce qu'il y a une différence lorsqu'on parle d'autochtoniser l'enseignement de l'histoire et d'autochtoniser la recherche en histoire? Est-ce qu'il y a un tour de table où je peux… Vous pouvez commencer. Okay. Je dirais que oui, il y a une différence nécessairement, mais sauf que le principe demeure le même à la base. C'est-à-dire, je reviens à mon idée de faire de la place. J'aime cette idée-là, passer le micro, céder du pouvoir. Mais sauf que si le principe reste le même dans le côté pratique de la chose, ben là, c'est différent. Et il y a toutes sortes de complications qu'un chercheur peut rencontrer. Je peux vous donner un exemple vécu. Même si je suis sensible à ces questions-là, de vouloir inclure les perspectives autochtones, moi-même, autant dans mes recherches personnelles que quand je travaille au sein d'une institution sur des thématiques autochtones, je trouve qu'il n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours évident de se trouver un interlocuteur au sein d'une Première Nation, par exemple. Moi-même, en tant que chercheur historien Huron-Wendat, il y a des chercheurs extérieurs, universitaires, allochtones, peu importe, qui viennent me voir et ils me demandent de l'information. Et comme j'ai le nez dans les archives et la littérature sur les Huron-Wendat, je fournis de l'information. Mais eux pourraient considérer qu'ils ont consulté les Huron-Wendat sur leur recherche. Alors que non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas… Oui, je suis un chercheur Huron-Wendat qui s'intéresse à l'histoire, à la culture matérielle, mais ça ne veut pas dire qu'en me parlant, ils ont consulté la nation Huron-Wendat. Parce que je ne suis pas nécessairement mandaté par le Conseil de la Nation Huron, par exemple. Je peux l'être, mais il y a quand même un protocole à suivre. Si on passe par l'administration, par le conseil de bande, on demande un sujet, de l'information sur les Wampum, par exemple. Ah, ben là, Wendake me connaît, je suis membre de la nation, je suis reconnu comme étant un expert sur le sujet. Eh bien là, il pourrait me mandater, oui, allez voir notre expert sur les Wampum Huron-Wendat, Jonathan Lainé. Alors là, il y a quelque chose qui vient d'être créé, il y a un path, un canal par où il y a une relation qui s'établit. Mais cette relation-là, elle n'est pas facile à créer. Et autant moi, comme je disais tout à l'heure, en tant que chercheur individuel, indépendant ou en tant qu'employé d'une institution, je trouve que ce n'est pas facile de cogner à la porte et de trouver d'abord l'ouverture, mais d'abord la volonté, l'intérêt, ou même trouver l'interlocuteur comme ça à qui je devrais parler. Je suis présentement en train d'essayer de trouver des interlocuteurs dans certaines communautés pour des expositions qu'on est en train de monter au Musée McCord. Et je trouve que ce n'est pas évident. Pas parce qu'il y a une fermeture nécessairement du point de vue des communautés autochtones ou des nations autochtones, mais
pour différentes raisons qui peut-être ne nous regardent pas. Par exemple, on est dans un contexte de pandémie mondiale. On sait que les communautés autochtones sont tout autant, sinon encore plus touchées parce qu'ils n'ont pas autant de ressources, parce qu'ils accordent peut-être une importance beaucoup plus élevée au rôle des aînés et à leur importance culturelle, spirituelle, historique. Alors, il peut y avoir une fermeture. Et en même temps, bien, ils ont tout un horaire, ils ont tout, je veux dire, les administrations, les conseils de bande, ils s'occupent autant ils ont autant de responsabilités qu'une municipalité, mais encore là, il y en a encore plus parce qu'ils vont s'occuper de l'éducation aussi, ils vont avoir toutes sortes d'autres sphères. Donc, ils ont un agenda extrêmement serré avec des ressources extrêmement limitées, autant en termes d'argent qu'en termes de ressources humaines. Alors, c'est certain que quand un chercheur comme moi arrive et cogne à leur porte, ça se pourrait que je ne sois pas dans leur priorité. Et pourtant, je veux inclure leur perspective. J'ai cette bonne volonté-là. Mais ça ne veut pas dire que la personne est d'abord disponible, ni même intéressée. Parce que même si moi, je fais une recherche sur un sujet qui me passionne, eux, ça se peut qu'ils sont en train de mener des recherches sur des revendications territoriales très anciennes qui impliquent des millions de dollars. Alors, ma petite recherche sur un aspect de leur culture X, ce n'est pas nécessairement une priorité. Donc, je fais juste mentionner ces exemples-là pour dire que c'est un enjeu, c'est une difficulté. On a beau avoir une bonne volonté de part et d'autre, ce n'est pas nécessairement facile de créer le pont et pour que la connexion se fasse au moment où les chercheurs ou les institutions ont le désir. Parce qu'on peut arriver avec notre propre horaire. La communauté peut-être va nous dire, oui, on est intéressé, mais on regarde dans notre calendrier, puis on va collaborer avec vous dans 3 ans seulement. Wow, ben là, ça change tout. Alors, c'est ça. Je voulais apporter cette réalité-là que je suis certain que mes collègues ont rencontrée aussi dans leur recherche. Leila, Brian, est-ce que vous vouliez ajouter un mot sur cette différence entre la recherche et l'enseignement? Oui, en fait, je voulais juste, je suis d'accord avec ce que Jonathan vient de dire, puis moi, je me situe à la limite à cheval entre les disciplines anthropologiques et l'histoire, et je vois vraiment une différence. C'est-à-dire qu'en anthropologie, il y a vraiment, l'anthropologie se fait avec des partenaires. Donc, on parle vraiment de collaboration avec des communautés vivantes, des gens vivants qui peuvent nous parler. On parle même de co-construction des savoirs. Mais en histoire, dépendamment de quelle échelle on parle, si on parle d'une échelle de temps plus lointaine que le vivant des gens, là, ça nous amène des problèmes méthodologiques, c'est-à-dire que quel est l'objectif? Est-ce qu'on veut avoir la perception contemporaine des gens vivants sur ce passé? Ça peut être super intéressant, mais c'est un type de recherche qui n'est pas la même chose que essayer de reconstituer les pièces du casse-tête. En fait, il y a plusieurs aspects à la démarche historique et qui peut amener à la limite des problèmes de cet ordre-là. Jusqu'à quel point la perception contemporaine va jouer sur notre perception du passé. Oui, moi, j'aurais aussi 2-3 mots à dire. Je dirais juste, d'abord, je vais passer à un autre point, puis après, je vais rebondir sur ce que les autres ont dit. Je pense que la différence, c'est l'étudiant, en fait. C'est que tout est axé sur l'étudiant, sur les étudiants. Et donc, en tant qu'enseignant, on peut faire des recherches pour monter en cours, on peut parler de nos recherches dans le cours, mais on n'est pas là devant le cours en tant que chercheur en tant que tel. Ce n'est pas forcément ça qu'on fait. Et donc, je pense que en fait, c'est la réussite étudiante qui doit passer d'abord. Et donc, autrement dit, ce n'est pas une question essayer d'autochtoniser l'enseignement. Ce n'est pas une question pour les spécialistes d'histoire autochtone. Il y a aussi les enseignants qui vont parler de l'histoire du Québec ou du Canada, qui ne font pas de recherche en histoire autochtone, qui vont vouloir prendre le pas. Je pense qu'il faut essayer d'ouvrir la conversation dans ce sens-là. Je dirais aussi, Jonathan a mentionné le mot « consulter », les protocoles qu'il faut suivre. Et je pense que mon sens d'autochtonisation, pour revenir un peu à la définition, c'est justement pas seulement consulter, comme Jonathan a suggéré. Ce n'est pas consulter dans le sens gouvernemental, si on veut.
où on fait, on a souvent l'impression qu'on a fait une place à la table de discussion, mais pas à la table de décision. C'est pas ça qu'on veut. Donc, céder le pouvoir, je pense que c'est bien et nécessaire. Mais c'est pas facile. Et Jonathan, je pense qu'il a absolument raison. Ça prend du temps. Et je pense que, en fait, souvent, surtout lorsqu'on est universitaire, je pense qu'on est habitué à écrire un courriel, puis les gens répondent, puis on a la réponse, puis c'est tout. Et ça ne marche pas forcément comme ça. Alors, si on veut vraiment s'impliquer dans ce travail, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et c'est un travail qui change totalement dès qu'on change de communauté. Donc, on peut avoir des relations très bien avec une communauté, mais si on veut par la suite engager un processus avec la communauté voisine, là, on est reparti pour quelques années peut-être. Et je trouve que c'est une casse-tête. Et là, je parle du point de vue du professeur universitaire, parce que nous, évidemment, on est primé pour nos recherches. Si on va investir des années dans la création de relations, dans la construction de ponts, pour notre enseignement, rares sont les institutions qui vont vraiment reconnaître ça sans avoir été menées par tout le corps professoral, par tous les militants à reconnaître ce travail-là. Et donc, c'est un travail, somme toute, souvent ingrate du point de vue institutionnel. C'est dans les institutions où on enseigne. Merci. Ça me permet d'avoir une merveilleuse transition vers notre second, disons, point à la discussion. Brian, vous avez parlé de cette idée que l'autochtonisation de l'enseignement, ce n'est pas seulement pour les chercheurs en histoire autochtone, c'est pour toutes les sphères de l'enseignement, et aussi bien lorsqu'on parle d'enseignement d'histoire du Québec ou d'histoire du Canada. Dans cette perspective-là, j'aimerais aborder avec vous la question de comment faire coexister des visions qui sont parfois divergentes de l'histoire. Je pense en particulier aux questions des représentations des Autochtones et de la place que les Premières Nations peuvent occuper dans les discours historiques. Et en même temps, Jonathan l'a souligné, il y a une volonté, puis il y a même un besoin qui est manifesté par plusieurs communautés ou des individus au sein des Premières Nations pour pouvoir raconter leur version de l'histoire dans leurs mots à eux. Alors, considérant ces appels au changement, comment on peut essayer de réconcilier ou faire coexister ces visions divergentes qui sont parfois divergentes, qui sont parfois convergentes, sans qu'elles soient toujours juxtaposées l'une à l'autre? Je commencerai avec Brian. C'est sûr que c'est un peu... c'est pas toujours évident. Moi, ma vision peut sembler peut-être un peu contradictoire. Et donc, à mon sens, il faut être d'abord à l'aise avec une certaine dissonance dans ce qu'on enseigne. Donc, c'est-à-dire de prendre en compte des sources, des informations venant de diverses sources, de diverses cultures, qui vont peut-être pas nous permettre de parler des événements de la même façon ou des mêmes événements. On ne va pas pouvoir retrouver des choses claires et nettes. Et donc, d'avoir une espèce d'histoire un peu décousue. Mais tout en essayant aussi de faire un récit qui intègre les Autochtones aussi. Et là, si j'enseigne un cours d'histoire du Québec ou du Canada ou en cours d'histoire autochtone, il faut intégrer ces chapitres-là et pas juste genre avant la conquête ou jusqu'à la guerre de 1812. Les points où on va souvent, tout d'un coup, il n'y a plus d'Autochtones nulle part. Et on arrive dans les années 60 et on a de nouveau des Autochtones qui émergent. Je trouve qu'on a la tendance un peu trop souvent à faire l'histoire des Autochtones comme, je dirais, comme d'autres groupes marginaux en encadré. Donc, c'est-à-dire, on n'arrive pas à intégrer ces groupes-là dans le récit. Et donc, on les met de côté, carrément dans les marges, dans les cadres, dans les boîtes.
Et je pense que les étudiants, comme les lecteurs de livres de synthèse, lorsqu'on fait des encadrés, en fait, ils comprennent que ce qu'on a mis dans des cadres, ben, c'est moins important. Ça ne fit pas avec le trame narratif. Alors, je pense qu'il faut trouver une façon de faire, même si parfois les choses sur lesquelles on peut parler sont radicalement différentes. Donc, il y a des travaux sur les Autochtones. Je pense au livre de Julie Cruikshank sur les glaciers. Est-ce que les glaciers sont vivants? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que vraiment, on peut enseigner tout un tas de choses en prenant ces choses au sérieux. Le livre de Keith Thor Carlson, encore une fois, sur la Colombie-Britannique, que je trouve excellent, où il démontre les dégâts à la société Stolo par la société coloniale, que la société coloniale, les réserves, la politique de réserve, les gens qui mettent en place les réserves ne savent même pas qu'ils sont en train d'infliger. En fait, ils sont complètement ignorants de l'existence des tunnels. Donc, on commence par parler Carlson, il commence à parler des tunnels qui lient les différentes communautés ensemble, et puis les réserves qui coupent ces tunnels. Et lorsqu'on met notre chapeau de chercheur occidental et on lit ça au début, c'est complètement fou. Mais si on prend au sérieux l'existence des tunnels, comme fait Carlson, on voit jusqu'à quel point la violence du colonialisme peut être grande et insoupçonnée, en fait. Et donc, je pense que tout ça, ça rend peut-être quelque chose un peu malpropre, un peu pas bien géré, bien ficelé. Mais c'est ça la vie. Puis, il n'y a aucun livre d'histoire qui est parfait. Alors, pourquoi on exige que l'enseignement de l'histoire soit parfait aussi, ait un récit parfaitement propre? Je pense que c'est justement là-dedans, dans ces zones un peu malpropres, qu'on trouve des choses très, très intéressantes. On poursuit avec Jonathan. Bon. J'aime ton point, Brian, sur la mise dans un encadré, parce que c'est tellement vrai. Je veux dire, tu sais, la manière qu'on raconte importe finalement. Prenons juste la mise en page d'un manuel scolaire. Effectivement, si le point de vue autochtone est mis dans un encadré, dans le coin, ségrégué, marginalisé, mais ça contribue à marginaliser ce point de vue-là parce qu'il n'est pas inséré, il n'est pas fusionné dans le récit. La question initiale demandait est-ce qu'on peut réconcilier ces deux visions-là, ou en tout cas des visions différentes, sans que l'une soit juxtaposée à l'autre. Je répondrais que ça dépend. Ça dépend de ce qu'on écrit. Si on veut faire une histoire du Canada, eh bien, c'est sûr que dans un récit national comme ça, il faut qu'il y ait un fil conducteur, un fil conducteur X. Ça revient à mon idée initiale quand je disais qu'on fait toujours l'histoire pour quelque chose. On veut raconter quelque chose. Mais je pense qu'on peut quand même mélanger et fusionner les points de vue, les perspectives autochtones à travers ce récit-là. Ça ne sera pas quelque chose de nécessairement très lisse. Peut-être que ça va faire des chaos un peu, mais au moins, on sentira l'effort, même s'il n'est pas parfait, d'inclure cette perspective-là. Puisque ces grands événements-là nationaux qu'on raconte dans cette histoire du Canada, je continue avec la même histoire, avec le même exemple, ils ont un impact sur les populations qui sont là. Hein? Si on prend, par exemple, les grands développements hydroélectriques de la baie James, on peut raconter seulement le point de vue du gouvernement provincial et des administrateurs et des penseurs et des décideurs. Mais pourquoi ne pas comparer avec la version des Cris et des autres Autochtones qui ont été impliqués? Donc, plutôt que d'essayer de les mélanger, on peut aussi seulement les mettre côte à côte, les faire se comparer, mais pas marginaliser dans un petit coin. Les Cris pensaient que c'était une mauvaise idée. Non, les mettre côte à côte, égal à égal. Je pense que ça pourrait être une autre façon de
de faire coexister, littéralement, différentes versions de l'histoire. Et à partir de ce moment-là, l'étudiant, ou peu importe, le lecteur, peut se faire une idée. Hein? On développe aussi son esprit critique. Il peut voir lui-même les impacts des bonnes idées de l'autre ou des mauvaises sur la personne qui est concernée. C'est une autre façon. Sur la coexistence des récits, des trames narratives, Léla? En fait, je suis d'accord avec ce que mes deux prédécesseurs ont dit, avec l'idée de Jonathan, avec l'idée que c'est jamais neutre, l'histoire n'est pas neutre, puis Brian avec l'idée que c'est un peu malpropre des fois, tout ça, parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. L'histoire est toujours en constante réécriture, donc il y a toujours une perspective et on cherche à la corriger, on la présente d'une nouvelle façon. Mais peut-être, mon impression, c'est qu'il n'y a pas une version autochtone qui s'oppose à une version allochtone. Je pense qu'il y a une diversité de points de vue dans tout, de chaque côté, en fait. Je pense à, peut-être, les exemples que j'ai en tête, ce n'est pas tellement une trame narrative comme Jonathan nous l'expliquait, par exemple l'histoire du Canada, mais j'ai en tête des exemples un peu plus précis où il pourrait y avoir vraiment des grands débats et chez les Autochtones et chez des chercheurs non autochtones, et que les Autochtones puissent être chercheurs ou pas là-dedans, sur comment on interprète ces événements-là. Il y a des débats en cours, par exemple, sur jusqu'à quel point on peut relier ceux que les archéologues appellent les Iroquois du Saint-Laurent aux occupants actuels, par exemple. Donc là, il y a beaucoup de débats là-dessus qui touchent tout le monde, en fait, autochtones comme non autochtones. Il y a beaucoup de débats et ça, c'est un débat qui est sain, à mon avis, en recherche, qu'il y ait cette multitude d'opinions. Un autre sujet qui est vraiment d'actualité, c'est est-ce qu'il a existé des communautés métisses historiques au Québec? C'est un autre sujet sur lequel il y a énormément de débats qui peut mobiliser des chercheurs autochtones ou non. Et là aussi, il peut y avoir une multitude de points de vue, en fait. Donc, le fait qu'il y ait des débats en histoire, ça fait partie du processus. C'est malpropre. C'est comme ça. Alors, un plaidoyer pour une histoire malpropre, c'est ça qu'on retiendra de la discussion. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait deux trames narratives qui parfois convergent, parfois divergent dans leur interprétation, ou pour autochtoniser l'histoire, il faut absolument se débarrasser d'une trame narrative quand on fait l'histoire du Canada? Ou, je pense, quels sont les outils que les enseignants peuvent avoir pour, disons, faire coexister ou gérer ces deux versions de l'histoire? Je peux peut-être commencer. Il y a des outils. Moi, je ne suis pas en enseignement de l'histoire, mais je sais par contre, je ne suis pas le seul à savoir, là. Vous savez comme moi que, je veux dire, la voix autochtone, okay, la parole autochtone, les individus qui s'expriment autochtones, ils sont très présents. La parole autochtone, elle est très présente, elle est de plus en plus présente. Elle n'est pas suffisamment, à mon sens, mais je veux dire, avec les sites web qui pullulent, avec les blogs, avec les vlogs, avec, je veux dire, les gens sont de plus en plus présents. Il y a des auteurs autochtones, il y a des chercheurs autochtones. Il n'y en a peut-être pas autant qu'il pourrait en avoir, mais il y en a de plus en plus. Je pense que c'est ça qu'il faut reconnaître, c'est que de plus en plus, on est dans une ouverture. Il y a un changement, il y a un vent de changement qui s'opère. Alors, je pense que la voix autochtone, donc les perspectives autochtones sont présentes. Maintenant, il faut aller vers, il faut créer des canaux de communication, il faut développer des relations sur le long terme. Tantôt, Brian l'a mentionné, c'est de longue haleine que ça se fait, tout ça. Considérer aussi que les communautés, les aînés sont sursollicités. Ce n'est pas évident de leur demander, encore une fois, de contribuer à quelque chose qui n'est pas nécessairement leur priorité. Une autre façon aussi de faire ressortir la voix autochtone, c'est de revisiter les sources. Il y a des auteurs qui le font à merveille présentement. J'en nommerai pas pour la peine en ce moment, mais je veux dire, il y a des auteurs qui retournent dans les mêmes sources qui pourtant ont servi à écrire ces histoires du Canada-là. Je le mets toujours entre guillemets parce que ça me fait rire, le fameux manuel de l'histoire du Canada de
Romilly ou de peu importe lequel. Et ils retournent dans ces sources-là et ils sont capables de faire ressortir l'agentivité des Autochtones. Oh, là, tout à coup, les Autochtones, c'est pas juste des gens de second plan comme le paysage et comme la faune, mais là, c'est des gens qui, pourtant à partir des mêmes sources, qui ont plutôt un pouvoir, une opinion, un pouvoir, ne sont pas juste des victimes passives. On ressent l'action et l'agentivité. Et ça, c'est merveilleux que des chercheurs puissent le faire présentement parce que, on va le dire, là, on a des centaines d'années, pas 500 ans, mais je veux dire 200-300 ans d'historiographie à transformer tranquillement. Ça va être un travail qui va prendre plusieurs générations. Mais présentement, moi, je sens qu'on a commencé à aller dans cette direction-là. C'est quelque chose qui n'est pas depuis les années 2010, là. C'est quelque chose qui est depuis plus longtemps, peut-être depuis au moins 50 ans, mais sinon plus. Mais au moins, on sent que présentement, ce mouvement-là, pour différentes raisons, parce que TRC, parce qu'il y a eu d'autres commissions d'enquête, mais aussi parce que Internet, hein, il y a différents... il y a une espèce de synergie, là, en tout cas, que je sens qui se crée. Et puis, je pense qu'il faut être patient. Il faudra être patient parce que ça va prendre du temps, mais au moins, je sens qu'on est dans le... Je sens que les gens sont à l'écoute et qu'il y a plusieurs occasions d'entendre les voix et les perspectives autochtones actuellement. Ouais, moi, je dirais, sur la question du récit, qu'on veuille ou non, il va y avoir un récit de l'histoire du Canada, il va y avoir un récit de l'histoire du Québec. Et à mon sens, on a le choix même si, surtout en ce qui concerne les peuples autochtones, ces frontières géopolitiques posent énormément de problèmes. Il faut quand même qu'on cherche à travailler avec ces récits, à améliorer, à bonifier ces récits. Parce que le récit de l'histoire du Canada, il y a tout un État fédéral qui est derrière ce récit-là. Ça ne va pas disparaître. Le ministère de l'Éducation est derrière un récit de l'histoire du Québec, c'est la même chose, ça ne va pas disparaître. Donc, il faut trouver une façon de l'améliorer. Puis sinon, juste pour rejoindre un peu les commentaires de Jonathan, moi, sur la question des outils, où trouver les outils, j'ai peut-être une réponse un peu cavalière, et c'est-à-dire qu'on le sait. Et là, on parle sans de faire le travail acharné de créer des relations. Ce sont sur l'Internet, ce sont dans les bibliothèques, ce sont dans les archives. Les historiens, on est formés à travailler avec une masse de données, à collectionner, faire la collecte de données, d'analyser ces données et synthétiser des résultats, de trouver quelque chose qui explique ces données-là. Et je pense qu'on est tous capables de le faire, il faut juste qu'on travaille un peu. Donc, c'est ça. Je pense que ça revient à chacun d'entre nous de faire notre travail pour le faire. Puis on le sait. Je dirais que ce n'est pas un mystère d'où trouver ces informations-là. Mais je suis d'accord, moi aussi, puis je pense qu'il y a plusieurs choses qui se passent, en fait. Je pense que d'abord, comme vous l'avez dit tous les deux, on redécouvre les archives, on les réinterprète à la lumière d'une nouvelle perspective. Donc, ce sont les mêmes documents de départ qu'on regarde de nouveau. Mais d'autre part, on a parlé des récits nationaux, donc mettons une histoire du Canada ou l'histoire du Québec enseignée par le ministère de l'Éducation. Mais il y a des nouvelles choses qui se passent. Par exemple, la commission scolaire CRI a créé un manuel d'histoire. Ils ont engagé quelqu'un pour le faire, qui enseigne l'histoire du Québec, du Canada, mais aussi l'histoire CRI. Donc, toutes les écoles autochtones n'ont pas cette possibilité-là, les moyens sont différents et je pense qu'on est au début du processus, mais je crois qu'il y aura plusieurs récits qui vont être présents et disponibles. Pour l'instant, il y en a encore peu, mais je pense qu'il y aura une multiplication de ces récits, de ces narrations-là qui vont présenter sous une lumière différente
des trames narratives historiques. Ce sont tous des points qui mettent en lumière l'importance de chercher le rapprochement et puis de persévérer dans ces voies-là aussi, même si, comme disait Jonathan au départ, ça peut être difficile d'établir des contacts ou on peut essuyer des refus à cause de plusieurs raisons, mais de ne pas se laisser abattre, c'est comme ça qu'on va réussir à réviser l'historiographie tranquillement, sûrement, mais aussi créer des liens. Et à ça, j'ajouterais peut-être aussi l'accès à la littérature autochtone qui est de plus en plus en langue française, en langue anglaise, mais aussi en langue autochtone, qui est plus accessible dans la langue française pour ce qui est du Québec, puis les ressources en éducation dans les écoles secondaires et à l'université sont aussi des belles ressources pour aller vers, disons, cette autochtonisation et puis de l'enseignement et la diversité des points de vue. Sur ces interventions, j'aimerais, vu que le temps avance, qu'on aille vers le dernier point qui touche à l'histoire appliquée et à l'engagement citoyen, justement, envers l'autochtonisation. Alors, de quelle façon, selon vous, est-ce que l'histoire appliquée peut contribuer à autochtoniser l'enseignement de l'histoire? Et je pense au rôle, quel pourrait être le rôle des historiens professionnels envers ces forums publics et l'histoire au-delà de l'université? En commençant avec Jonathan. Mm-hmm. Oui. C'est une bonne question, hein, parce que je pense que les historiens professionnels, par leur rôle en tant qu'experts, donc, qui diffusent le savoir, ils ont, à mon sens, ils ont maintenant, ou ils ont toujours eu, en tout cas, une responsabilité d'inclure justement les perspectives autochtones. Comme je disais tout à l'heure, ça fait des années que l'historiographie, elle est enseignée d'une certaine façon, elle est transmise d'une certaine façon. Je pense qu'il faut renverser la vapeur maintenant. Mais donc, pour revenir au rôle de l'historien, l'historien public, on peut l'appeler comme ça, mais je peux utiliser par exemple mon code en tant que conservateur dans un musée. Donc, nous, dans un musée, je travaille dans des musées d'histoire. Il faut qu'on raconte quelque chose, il faut qu'on dise les choses du passé. Mais donc, on a un rôle parce qu'on sait que le public considère, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des analyses sociologiques ou peu importe qui le disent, que les musées, c'est souvent vu comme étant une source de savoir très fiable pour accéder au passé. Les gens ne vont pas nécessairement lire une brique de 560 pages sur un sujet, mais ils vont considérer qu'en allant au musée, ils vont avoir accès à de l'information légitime. Donc, on a un grand rôle en tant qu'historien, praticien dans des institutions de mémoire comme ça. Mais donc, c'est important pour nous qu'on se tienne à l'affût de la nouvelle littérature qui est créée. Et tantôt, je n'ai pas mentionné d'auteurs, mais il y a toutes sortes d'auteurs, comme je disais, qui nous apportent des points de vue différents sur des événements qu'on prenait pour acquis. Donc, c'est très important qu'on se tienne à l'affût de cette littérature-là académique parce que on se trouve à se nourrir de cette littérature-là. Oui, on est aussi des chercheurs, puis on essaie de produire de notre côté, mais on reçoit beaucoup d'informations de la littérature académique. Donc, on pige, on se nourrit de cette littérature-là. Et mais je pense que c'est vraiment important. Et je peux utiliser peut-être juste un dernier exemple rapidement parce que je veux aussi laisser parler mes collègues. Mais par exemple, j'ai eu la chance de travailler sur la nouvelle salle de l'histoire du Canada, de l'histoire canadienne au Musée canadien de l'histoire, qui a ouvert en 2017. Ça fait déjà 3 ans. Au moment où on rédigeait les textes qu'on voit sur les panneaux, et ça, c'est un autre défi qu'on a, hein, parce que je parlais d'une brique de 560 pages. Nous, quand on veut raconter cela, on a 60 mots. On n'a pas 60 pages. Donc, le nombre de mots est extrêmement restreint. C'est extrêmement frustrant pour un chercheur, pour un historien, mais c'est le jeu, c'est les règles du jeu. Il faut arriver à le dire. Et on comprend que si on veut insérer une information qui sort de la littérature académique fraîchement publiée, bien, si on insère cette information-là, ça veut dire qu'il faut qu'on en retranche en haut parce que notre paragraphe ne peut jamais dépasser les fameux 60 mots ou 90 mots quand on était chanceux. Mais des fois, c'était 40, c'est encore pire. Mais tout ça pour dire que bien, je pense que les historiens professionnels, ceux qui œuvrent dans les institutions comme ça, qui diffusent le savoir, ils ont une grande responsabilité
de donner l'information la plus à jour de façon la plus concise possible pour que cette littérature-là, cette connaissance-là scientifique soit transmise à un public qui, lui, n'est pas nécessairement, comment je dirais, habitué à recevoir autant d'informations. Ouais. Merci. On passe à Brian. Moi, je dirais, tout à fait, on a une responsabilité. Ceux qui ne sont pas dans les institutions muséales aussi. Notre responsabilité est peut-être un peu différente et peut-être plus ponctuelle à l'égard du grand public. On peut intervenir dans les journaux, on peut intervenir à la radio lorsqu'on nous appelle pour parler d'une question précise. On peut aussi travailler et faire carrément le travail de manière appliquée. Donc là, la façon traditionnelle de faire dans l'histoire autochtone, souvent, c'était de travailler pour les causes devant les tribunaux. Donc, on travaille pour les communautés ou on travaille pour le gouvernement. Et ça, on diffuse le savoir. Travailler pour les commissions, comme la CVR aussi, c'est aussi une question. Mais je trouve que aussi, c'est en créant des liens, en créant des liens avec des communautés, souvent, en fait, une partie de ces liens, c'est de faire savoir et que notre expertise est aussi disponible si ça peut aider. Et donc, il y a mes projets de recherche actuels portent sur la finance publique, sur la dépossession territoriale et puis la conversion de ces territoires en argent, en fonds gérés par le gouvernement. Et c'est un mystère pour la plupart pour beaucoup de nations. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec cet argent? D'où vient cet argent? Et on parle d'enjeux importants dans la vie de la plupart des communautés. Et donc, là, c'est de laisser savoir que, voilà, c'est sur ça que je travaille. Si je peux vous aider à comprendre ce que vous avez devant vous, n'hésitez pas de faire appel. Parce que le public, là, on imagine souvent, je pense, le public comme le grand public. Mais on a plusieurs publics et on a un devoir, je dirais, vis-à-vis de chacun. Alors, autour de Léla. Oui. Oui, en fait, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a effectivement plusieurs publics, puis il y a plusieurs façons de les joindre, puis on a 24 heures dans notre journée aussi, là, donc on fait ce qu'on peut. Mais quand je travaillais comme archéologue dans ma première vie professionnelle, on avait justement des actions d'intervention publique dans les communautés et dans le public général. Puis dans les deux cas, c'était la même... c'était super intéressant comme travail parce que les gens étaient fascinés parce qu'ils ne savaient pas, en fait, tout ça. Donc, c'est des artefacts, c'est l'histoire en étirant la définition du mot histoire, je parle du passé, mais on faisait connaître la présence autochtone dans un environnement où les gens n'y avaient juste jamais pensé, tout simplement. Et donc, c'était vraiment fascinant pour ça. Et puis, Brian, tu as mentionné la recherche appliquée dans un milieu judiciaire. Moi, je suis impliquée là-dedans. C'est quelque chose qui se rajoute à ma tâche, en fait, de professeur, que je fais parce que je trouve ça important. Je trouve ça important parce qu'on a des connaissances très précises et je trouve que c'est l'occasion pour moi de présenter ce que je crois être des faits justes et rigoureux. Et donc, je trouve ça important de pouvoir contribuer de cette façon-là, même si, comme j'ai dit tantôt, j'ai 24 heures dans ma journée et que ça s'ajoute à ma tâche. Donc, mais je trouve ça très important de le faire parce que dans mon cas, je trouve que ma double formation, en quelque sorte, mon regard d'anthropologue et ma capacité de jouer dans les archives fait en sorte que je peux manier plusieurs façons de voir. Et je trouve que c'est un peu mon devoir, en quelque sorte, d'amener ces dimensions-là à la cour. Et c'est ce que j'espère faire.
Merci. C'est vraiment fascinant d'entendre les trois perspectives parce que ça démontre bien la multiplicité, si on veut, des sphères d'action des historiennes et des historiens dans le débat public et dans le rôle de l'autochtonisation. Et aussi bien au niveau, disons, universitaire qu'au niveau muséal, les institutions publiques en général, je dirais que le problème de la reconnaissance peut-être du travail que ça demande de s'investir dans ces processus d'autochtonisation, de réconciliation, comme le mentionnait Brian et Leila, en particulier dans le point de vue judiciaire, est un élément à réfléchir pour le futur. Disons, quelle est la reconnaissance que l'on donne aux gens qui s'investissent dans cette mission. Pour aller avec un mot de la fin, pour conclure, j'aimerais vous entendre peut-être sur une note comment on pourrait encourager les historiens, que ce soit des professeurs, des étudiants, des enseignants, des gens qui œuvrent dans les associations savantes, dans des musées, dans toutes sortes d'institutions, à prendre part active à l'autochtonisation de l'enseignement de l'histoire tel qu'on vient de, disons, la peindre. Je pourrais peut-être commencer. Moi, je dirais, c'est juste en commençant tout simplement par reconnaître que personne est vraiment vrai. En tout cas, moi, je ne suis pas expert là-dessus. J'essaie de travailler avec des communautés, j'essaie de favoriser ce projet d'autochtonisation, mais j'apprends aussi à tous les jours comment gérer, comment avancer et ramasser un peu les pots cassés aussi. Et donc, je pense que souvent, on a peur d'avancer parce qu'on a peur de ne pas bien faire, de faire une gaffe. C'est un peu gênant aussi, souvent. C'est pas tout à fait confortable tout le temps. Mais que c'est pas grave. Soyons inconfortables. Parce que parfois, c'est ça il faut. On n'a pas de mal à faire subir une certaine quantité d'inconfort à nos élèves. Alors, nous aussi, en tant que professeur, en tant qu'historien, il faut qu'on subisse la même chose, je pense. Leila, Jonathan, un commentaire, un mot de la fin là-dessus? Oui, ben, je pense que oui, inconfortable, malpropre, tout ça. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que le chantier est encore ouvert. Donc, je pense qu'il faut encourager nos étudiants à se lancer. Il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit réinterpréter les données, donc, ou l'histoire orale. Donc, aller parler à des gens, c'est quelque chose, sur une histoire plus récente, c'est quelque chose qui est un chantier encore à faire. Pour ma part, j'aurais l'impression que créer du matériel pédagogique, c'est un grand besoin, à mon avis, pour l'enseignement de différents niveaux, pas juste universitaire, mais à d'autres niveaux. Je pense que ce serait vraiment les chantiers à surveiller et que j'encouragerais les étudiants, qu'ils soient autochtones ou non, à se lancer là-dedans. Moi, j'ajouterais seulement que je sens une bonne volonté. Tu sais, les chercheurs, des professeurs, des gestionnaires d'institutions, de centres culturels qui me contactent en tant que moi, Jonathan Lainé, ou en tant que conservateur de musée, puis ils veulent bien faire. Ils veulent bien faire. On sent une bonne volonté. Ils ont compris le message. Ils ont compris que ouais, il faut faire plus de place aux Autochtones. Oui, il faut changer notre perception de leur culture actuelle et de leur passé. Mais ce que je perçois, c'est que beaucoup ne sont pas suffisamment outillés. Ils ne savent juste pas comment. Ils ne savent pas nécessairement où aller. Alors, je pense que ce qu'il faut, ben, c'est différentes choses, mais je veux dire, il faudrait leur donner les ressources pour le faire. Donc, ressources financières, mais le temps aussi, parce que le temps, il va toujours revenir dans ce processus-là, mais aussi les ressources, parce que il faut le calculer aussi. C'est plate à dire, là, parce que l'argent revient dans cela, mais je veux dire, ça coûte des sous. Ne serait-ce que, par exemple, former les employés ou les professeurs, ou peu importe, ceux qui veulent autochtoniser les structures, autochtoniser l'enseignement.
des ateliers de sensibilisation. J'ai travaillé dans plusieurs institutions et qui ont pourtant des interactions quotidiennes ou sinon hebdomadaires avec des Autochtones, avec des peuples autochtones, avec des nations. Et puis, mais ils ne savent rien, ils ne savent pas, mais ce n'est pas de leur faute, je ne suis pas en train de les blâmer, c'est juste qu'on ne leur a jamais enseigné, on ne leur a jamais expliqué, ils ne sont pas sensibilisés. Fait que des ateliers de formation, de sensibilisation, il y en existe tout plein. Ça peut être un pas en avant, tu sais, pour expliquer que, ben voici comment ça se passe, voici les protocoles à suivre, voici les réalités actuelles et passées des peuples autochtones qui vous côtoient depuis des centaines d'années. Tu sais. Alors, on part de loin. Je pense qu'il faut se donner le temps, il faut se donner la chance, il faut être empathique envers nous-mêmes, indulgent, je devrais dire. Et puis, je pense qu'on va y arriver. Mais c'est ça, il y a encore du travail à faire, comme on le répète depuis quelques minutes. Merci, Jonathan, pour ce mot de la fin. D'espoir aussi. Je crois qu'on va y arriver. L'important est de continuer à y travailler puis à mettre de la pression ou demander d'avoir les ressources nécessaires et puis la reconnaissance de ce travail qui est important et qui demeure un enjeu de société plus large aussi. Alors, en guise de conclusion, à nouveau, je vais remercier nos 3 panélistes qui nous rejoignaient depuis Montréal, Gatineau et Toronto. Alors, Leila Ingsetter, Jonathan Lainé, Brian Gettler, merci beaucoup pour votre générosité, pour vous avoir prêté au jeu de ce premier webinaire engagé de la Société historique du Canada. Puis, j'en profite également pour annoncer que notre collègue Thomas Peace va animer prochainement un webinaire en anglais avec 3 nouveaux panélistes sur le thème de l'autochtonisation également. Alors, une autre perspective qui sera livrée à ce moment-là. Vous pouvez rester à l'affût de la publication de ce webinaire prochainement. D'ici là, je vous remercie à tous et à toutes et puis je vous dis à une prochaine.